Amis expatriés, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour parler d'un sujet qui est au cœur de vos actualités. On fait très souvent allusion avec Femmes Expat au triangle expatriation, couple, carrière qui est au cœur de beaucoup de nos existences. Sauf qu'il y a un intrus qui est rentré dans ce triangle depuis un an maintenant, et cet intrus, c'est le Covid, qui vient déséquilibrer un triangle qui était déjà compliqué entre nos vies de couple, nos carrières et l'expatriation. Alors, ça induit des tensions, peut-être aussi des choses positives, on en reparlera. En tout cas, il est très important de s'en préoccuper et de comprendre comment gérer au mieux cette période. Et c'est ce qu'on va faire ce matin avec deux invités de marque que je suis ravie de vous présenter. Béatrice de Carpentier. Béatrice, bonjour. Tu es conseillère conjugale et Oui, c'est ça. membre de la Coach Academy d'Expat Communication, ce qui veut dire que tu es formée spécialement pour l'accompagnement des expatriés. Mhm. Et puis, nous avons Céline Richard et Marie-Lou Viou du cabinet Family Links. Céline et Marie-Lou, bonjour. Bonjour Alix, bonjour Béatrice. Et vous êtes toutes les deux spécialisées sur l'accompagnement juridique des familles expatriées. Donc, une Exactement. spécialisation rare et précieuse. Alors, ce matin, donc, on est là en direct. D'habitude, je vous dis, taguez vos amis si vous pensez que la problématique peut les intéresser. Là, sur ce sujet, je vous suggère de ne pas le faire. En revanche, de leur mettre un petit mail pour leur dire qu'ils peuvent nous rejoindre en live. Et si jamais le mail leur arrive trop tard, de toute façon, ce webinaire sera disponible pendant un an sur Facebook et sur le site Femmes Expat. Donc, il n'y a aucun problème pour nous retrouver. Vous pouvez poser vos questions en direct à Béatrice, Céline et Marie-Lou. Soit c'est le bon moment dans le rythme de l'intervention et je relève votre question pour qu'elles vous répondent tout de suite, soit on posera les questions à la fin ou quand le moment s'y prête. Et au pire, si jamais votre question n'a pas été posée, de toute façon, elle reste dans le fil et on pourra y répondre dans la demi-heure ou l'heure qui suit notre intervention. Puis vous aurez à la fin les emails de nos expertes, donc vous pourrez toujours aussi les contacter en direct, c'est le but. Alors, on commence sans plus tarder, donc on va voir quels sont les enjeux de l'expatriation pour le couple, parce que je vous disais, ce triangle couple, carrière, expatriation, déjà en général, ça n'est pas simple. Ensuite, on va voir ce que le Covid vient changer dans cette alchimie. Par la suite, Béatrice, donc c'est son métier, conseillère conjugale, de nous donner des outils ultra pratiques et concrets pour nous aider à renforcer nos couples dans ces périodes, travailler la communication, voilà, avec des outils faciles à mettre en œuvre. Et puis, en même temps, on n'est pas naïf, on sait que le couple, ça se travaille, le couple, on peut vraiment aider à l'améliorer. Il y a des outils pour ça, et en même temps, il y a des moments où c'est trop compliqué, il y a des moments où il y en a un des deux qui n'est pas du tout de bonne volonté pour que le couple s'arrange. Et dans ce cas-là, il faut peut-être passer à d'autres leviers. Et c'est de ce dont nous parleront Céline et Marie-Lou pour nous aider à avoir les bons réflexes si jamais ça se passe vraiment mal. On commence donc par les enjeux normaux du couple en expatriation. Béatrice, donc toi qui es conseillère conjugale spécialisée dans l'accompagnement des expatriés, en quoi déjà rien que l'expatriation, ça vient bouleverser l'équilibre d'un couple d'une façon positive ou parfois plus difficile? Alors, oui, je vous propose de commencer par déjà voir un petit peu quels sont les enjeux habituels de l'expatriation, c'est-à-dire qu'est-ce qui motive un couple et une famille décider à partir en expatriation. Déjà hors Covid, une des motivations principales, c'est cette aventure familiale et humaine que représente l'expatriation. Donc, on sait bien que voilà, déjà la famille va partir en cercle restreint, donc elle va se retrouver voilà en petit comité, s'occuper les uns des autres. Et puis, qui n'a pas connu des situations cocasses, à se retrouver à pas comprendre la culture locale, pas comprendre la langue, et voilà, finalement, ça soude. C'est globalement une expérience très très enrichissante, très forte, dont les couples et les familles se souviennent un peu toute leur vie. Et donc voilà, ça constitue une des premières motivations des couples et des familles pour partir. Une deuxième, c'est tout ce que représente la nouveauté, la découverte d'une culture, d'une langue, d'un pays.
Voilà, souvent les gens qui partent, ce sont des gens qui sont curieux, qui ont envie de découvrir plein de choses, et d'autres personnes comme eux qui voyagent beaucoup, ou aussi les autochtones. Voilà, ça fait partie de tout ce qui est très enrichissant en expatriation. Il y a un troisième point que j'ai pas mis, mais qui est l'aspect bien sûr professionnel, l'aspect professionnel pour un ou les deux conjoints. Soit c'est un projet de couple et de famille de suivre un des deux conjoints, soit ça peut être un projet de couple, de fonder quelque chose à l'étranger ou de recommencer à zéro, ou voilà, ou parfois les deux ont un projet et puis voilà. Après, on a aussi les difficultés courantes qu'on retrouve chez les couples en expatriation. Une des difficultés, c'est souvent soit trop peu de temps à deux, parce qu'on est très sollicité, à la fois professionnellement, à la fois par les amis sur place. Souvent, on fait beaucoup de choses en famille, donc on n'a pas forcément beaucoup de temps à deux. Et puis parfois, c'est au contraire trop de face à face, parce que, par exemple, on part en couple et puis finalement, en arrivant, on n'a pas de réseau social encore constitué, donc on se retrouve beaucoup à deux. Voilà. Après, il peut y avoir aussi la nouvelle distribution des rôles dans le couple, parce que souvent on part donc avec des projets et puis ça modifie le rôle de chacun, la place de chacun. Parfois, c'est à cause du pays d'accueil, dans le sens où si l'un des deux, par exemple, ne parle pas la langue locale, bah, il pourra pas faire certaines démarches. Ou parfois, on peut pas conduire. Voilà. Donc ça peut changer les rôles dans le couple, où parfois le conjoint suiveur travaillait et a trouvé que c'était intéressant de lâcher son travail pendant quelques années pour s'occuper des enfants, mais ça modifie le sujet de conversation le soir quand on se retrouve, ça modifie voilà, la place de chacun, et ça peut jouer un rôle dans le couple. Il peut y avoir aussi des situations de mal-être de l'un ou de l'autre qui n'étaient pas prévues. On sait bien que l'expatriation, c'est plein d'imprévus, et on peut finalement moins bien vivre certaines choses, une sorte d'isolement au départ, ou voilà, il y a plein de choses qui peuvent, ou des difficultés professionnelles qu'on n'avait pas anticipées. Voilà, donc ça peut aussi jouer sur le couple, le bien-être dans le couple. Et puis un dernier point qu'on retrouve plus souvent aussi, c'est cette phase plus sensible des 6 premiers mois à l'arrivée, parce que dans ces cas-là, on a beaucoup de choses à faire, donc on est souvent sous stress, et avec tous les repères qui sont perdus, et donc il y a une phase d'adaptation qui fait que parfois ça donne plus lieu à des conflits dans le couple. Voilà, donc ça c'est plus le tableau habituel pré-Covid des enjeux de l'expatriation. Alix va nous donner quelques chiffres aussi Alors, je ne sais pas si vous entendez Béatrice. À ces enjeux. Alors, Béatrice, tu as été coupée une seconde, mais c'est pas grave, si tu peux reprendre juste à ta dernière je phrase. disais que Alix allait nous présenter des chiffres de ces enjeux habituels de l'expatriation hors aspect Covid, déjà. Oui, puisque chez Expat Communication, vous savez, on édite le site Femmes Expat, mais on a aussi d'autres activités, notamment le fait d'animer un laboratoire de l'expatriation, notre Expat Lab, qui tous les ans sort maintenant un baromètre de l'expatriation. Donc on a plein de chiffres autour du couple en expatriation, et c'est important pour vous parce que c'est ce qui vous permet de vous repositionner, de savoir que si vous êtes plutôt une exception, ou si jamais, au contraire, ce que vous vivez est tout à fait classique par rapport aux autres expatriés. Et alors là, donc on a plein de chiffres sur le couple en expatriation. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Globalement, quelque chose de très important, 82% des sondés pensent que l'expatriation a renforcé leur couple. Il y a des vieilles légendes urbaines qui expliquent qu'il y a beaucoup de divorces en expatriation. Oui, il y a des séparations, oui, il y a des divorces, mais quand même pour 82% des couples, l'expatriation a renforcé leur couple. J'insiste là-dessus, c'est important. Et de la même façon, il y en a 80% qui disent qu'on ne se dispute pas plus en expatriation. En revanche, on réaborde tous les sujets constitutifs. C'est pour ça, où est-ce qu'on va habiter, qui est-ce qu'on va voir, comment on scolarise les enfants. Il y a beaucoup de fondamentaux à repositionner dans le couple. Donc, on fait des grands choix. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que l'expatriation renforce le couple, parce qu'on est obligé à nouveau de se rechoisir. On avait même demandé dans cette enquête de 2017, on n'a pas recommencé depuis, je ne sais pas si tu sais si c'est une bonne chose, si jamais l'expatriation était bonne pour la libido. Et là, les réponses étaient ultra contrastées, pour le coup, selon ceux qui disaient, en fait, on est bien entre nous, donc oui, à 43%, ça renforce la libido. Une part assez importante qui disait, je suis ni mieux ni moins bien. Et puis d'autres qui disaient, non, parce qu'en fait, c'est une période de crise, pas forcément dans le sens négatif, mais dans le sens remise en question forte, et du coup, c'est une période de déséquilibre un peu plus difficile, et ça se ressent aussi sur le plan sexuel.
Mais l'important, c'est quand même globalement un renforcement avec si jamais vous voyez sur la partie, droite de la slide, une différence entre l'expat et le retour. Donc peut-être que le vrai enjeu pour beaucoup de couples expatriés, c'est pas tant en temps normal l'expatriation que le retour. Vous voyez que la part des expats qui sont très positifs passe de 60 à 50 au retour, et la part de ceux qui ont trouvé que l'expatriation était difficile pour leur couple passe de 10% pendant l'expatriation à 16% pour les couples qui sont revenus. Donc il y a certainement, Béatrice, tu nous en reparleras peut-être, un point de vigilance au moment du retour. Voilà pour les chiffres hors période Covid. Alors, qu'est-ce que le Covid change dans tout ça? Ça peut avoir un effet, on va dire, qui réduit un peu, entre autres, les aspects positifs. C'est-à-dire que, voilà, on a vu que tout ce qui était, ce que recherchaient les expatriés, c'est toute cette rencontre des autres, cette aventure, ce côté aventure et nouveauté. Et évidemment, alors en fonction des pays, des confinements plus ou moins longs, des droits de sortie ou pas, etc. C'est différent pour chaque couple, mais globalement, c'est sûr qu'on est restreint par rapport à tous ces aspects, quoi. Il y a moins de possibilités de voyager. Alors, on va peut-être pouvoir voyager, par exemple, localement dans le pays d'accueil, mais on va pas pouvoir aller explorer tous les pays alentours comme on avait prévu de le faire. Voilà, parfois les restaurants sont fermés, les rencontres sont plus compliquées. Donc voilà, ces aspects-là sont un peu réduits. Et puis par rapport aux aspects, aux difficultés qu'on rencontrait avant, sur le transparence suivant, ces difficultés-là sont aussi plutôt amplifiées. C'est-à-dire que quand on se retrouvait, on avait des séparations, voilà, qui étaient parfois compliquées parce que il y a un des deux qui, par exemple, voyage beaucoup. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de situations de séparation longues, donc parfois on ne connaît pas la durée à l'avance. Il y a des couples il y a des familles qui sont obligées de rentrer parce que l'école dans leur pays est fermée et que donc le couple décide qu'un des deux va rentrer en France pour que les enfants retrouvent au moins une vie un peu normale en allant à l'école. Et donc voilà, il y a eu plein de situations différentes qui font que le célibat géographique est beaucoup plus fréquent et de façon beaucoup plus prolongée avec beaucoup plus de difficultés à se retrouver de façon régulière. Et puis parfois il y a aussi trop de face à face, c'est-à-dire que j'ai aussi des personnes qui me disent mon mari voyageait tout le temps et finalement on avait trouvé un équilibre comme ça et puis tout à coup avec le télétravail on se retrouve tout le temps ensemble et ça peut être un peu compliqué. Il peut y avoir des difficultés financières, peut-être plus que d'habitude, parce que voilà, il y a des entreprises qui vont moins bien, l'insécurité financière et sanitaire. Hein, c'est pas forcément évident de se retrouver en temps de Covid loin de la France avec un système médical qu'on connaît moins bien. Et puis des restrictions, des allers-retours avec la France, ce qui fait que il pouvait déjà y avoir un petit peu de culpabilité par rapport aux parents vieillissants, par exemple, d'être loin. Mais là, en plus, on sait qu'on va pas pouvoir rentrer pour un oui, pour un non. Donc voilà, ça peut avoir une plus grande culpabilité et qui peut aussi créer des frictions dans le couple parce que peut-être que c'est le cas d'un des deux conjoints mais pas de l'autre et qu'on se comprend pas. Voilà, ou aussi vis-à-vis des enfants étudiants, il peut y avoir ce sentiment aussi de pas être à sa place et notamment encore en plus quand l'enfant étudiant en l'occurrence ne se sent pas très bien lui non plus. Il y a quand même beaucoup d'étudiants qui vivent pas très bien l'isolement, le confinement et le télétravail. Donc voilà, donc tous ces aspects ces difficultés qui sont finalement souvent amplifiées par le Covid. Donc quelques chiffres aussi, Alix, récents. Alors, oui, parce on mène là cette année avec le baromètre de l'expatriation des enquêtes mensuelles pour être au plus près possible du terrain et faire savoir aux entreprises comme aux médias ce que rencontrent les expatriés sur le terrain. Et là, je vais vous présenter des chiffres qui portent plus sur les conjoints et qui sont très forts. 75% des conjoints qui disent l'intégration est difficile ou très difficile cette année. 62% qui disent je ne me trouve pas vraiment à ma place. Alors, en tout, il y en a 12% qui disent je ne suis pas du tout à ma place. Il y en a 25% environ qui disent je ne me sens pas du tout à ma place, je l'accepte parce que c'est provisoire, mais c'est difficile. 25% qui disent bon, moi ça va parce que c'est provisoire, mais globalement ça va. Et puis 37% qui disent pour moi tout va très bien, merci beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que voilà, une part beaucoup plus importante de conjoints
qui se sentent mal intégrés, mal positionnés, qui comprennent pas quelle est leur utilité. Et ça, on va le retrouver dans toutes les catégories d'expatriés. Évidemment, les jeunes mamans qui disent bon, le homeschooling, c'est un peu la cata pour mes projets personnels, mais aussi des jeunes qui disent mais en fait, ça ressemble pas du tout à ce qu'on nous avait vendu, ce que tu expliquais tout à l'heure. Et ça, c'était moins évident, des expatriés de longue date qui disent mais en fait, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour mon expatriation et là, je ne m'y retrouve plus parce que toutes les compensations habituelles en termes de voyage, d'intérêt, de visite, etc., ont été supprimées et j'ai un peu l'impression d'être le dindon de la farce avec une vraie souffrance et des verbatims avec très violents qu'on a pu recevoir. Donc voilà, des choses qui viennent confirmer tout ce que tu nous disais et que vous pourrez retrouver sur le site d'Expat Communication dans la rubrique baromètre, si jamais vous voulez aller plus loin là-dessus. Mais je pense que l'important maintenant, c'est de passer du constat aux perspectives. Béatrice, une fois, si jamais on se dit, oui, nous on fait partie de ceux pour qui l'expatriation est difficile pour notre couple, Covid ou pas Covid d'ailleurs, quels sont tous les moyens très pratiques que tu peux nous donner pour aider à que l'expatriation renforce le couple au lieu de se faire au détriment du couple? Alors oui, comment est-ce qu'on peut consolider son couple et sa famille? Donc il y a 1000 situations différentes. Donc évidemment, je ne vais malheureusement pas pouvoir donner des outils qui correspondent à toutes les situations. Donc surtout, n'hésitez pas à intervenir sur le chat pour voilà, de dire un petit peu quelle est votre situation, questionner ou donner d'autres outils si vous en avez. Mais moi, je commencerai en tout cas par vous proposer de déjà écouter, peut-être sur le transparent suivant, voilà, prendre un temps pour faire le point. Pour moi, ce serait un temps, c'est très important dans cette situation, notamment si vous la vivez, si vous trouvez ça un moment difficile, d'apprendre à s'écouter. Voilà, quel temps est-ce que je prends pour moi dans cette situation? Est-ce que je me sers quand je me suis occupée de tout le monde avant, ou est-ce que je prends du temps pour moi chaque jour? Alors il y a prendre soin de soi, mais il y a aussi prendre du temps pour écouter où j'en suis, ce que je vis comme émotion et pourquoi. Donc un petit point sur les émotions. Alors vous connaissez les grandes émotions, la tristesse, la colère, la peur, la joie. Et puis il y en a plein d'autres. J'ai mis la culpabilité, la frustration, la déception, la solitude. Tous ces sentiments, en fait, on peut dire que ces émotions sont nos amis, c'est-à-dire qu'elles nous disent quelque chose de très important, en fait, au fond, si on l'écoute, sur nos aspirations profondes, ce qui nous manque, nos besoins, nos attentes. Et c'est important d'aller les questionner, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je suis en colère, triste, déçue, etc. Quel est mon besoin caché? Quelle serait mon attente en fait, voilà. Et finalement après, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Il y a un petit livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Émotion, mode d'emploi de Christelle Petit-Colin, qui est très court, très facile à lire et qui déploie un petit peu toutes ces possibilités. Enfin, c'est-à-dire, voilà. Donc je peux prendre un exemple qui serait la colère. Donc je sais pas, dans une situation un peu typique Covid, un des deux conjoints travaille en visio et l'autre s'occupe des enfants pour faire taire et s'arrange pour qu'il y ait le calme dans l'appartement ou la maison pour que le conjoint puisse travailler. Et puis parfois, cette situation, enfin le conjoint qui s'occupe des enfants peut tout d'un coup le vivre très mal et se mettre en colère et avoir envie de voilà, de vraiment faire des reproches à l'autre. Et ben à ce moment-là, par exemple, j'invite cette personne à se demander qu'est-ce qui la met en colère au fond, qu'est-ce qui se passe. Et ça peut être en fait plein de choses différentes. C'est-à-dire qu'on pense que c'est une évidence et que d'ailleurs l'autre devrait comprendre, mais c'est pas si évident que ça. Est-ce que c'est parce que au fond on a enfoui, on est un peu jaloux, enfin on a enfoui un désir de travailler et qu'au fond on voudrait reprendre une activité professionnelle? Est-ce que c'est juste parce que on est très fatigué et qu'on n'a pas pris le temps de se reposer, tout simplement? Est-ce que c'est parce que on se met une charge de s'occuper de ses enfants de telle et telle manière et finalement justement enfin ça ne colle pas avec notre besoin aussi de calme et on s'en est mis trop en fait sur les épaules. Donc on voudrait pouvoir décharger tout ça sur l'autre, mais finalement on lui a jamais demandé son avis, on ne sait pas s'il a les mêmes exigences ou elle a les mêmes exigences. Enfin bon, voilà. Donc voilà, ça peut être plein de choses différentes et donc c'est très important d'aller les questionner parce que c'est en les questionnant qu'on va se dire mais au fond qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que je peux changer du coup?
Voilà, donc ça c'est une chose. Déjà faire le point avec soi-même. Alors il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais justement après on peut voir ce qu'on va pouvoir changer. Donc si par exemple j'ai une frustration par rapport au travail, ben, est-ce qu'il faut pas que je m'y répète? Est-ce qu'il faut pas qu'on en discute? Si c'est pas du tout ça, c'est juste que j'ai besoin de me reposer, bah comment est-ce que je fais pour me reposer? Il faut que je prenne du temps pour moi. Voilà. Bon, en tout cas, après on est sur une recherche de solutions pratiques et c'est beaucoup plus facile que d'être dans un reproche et rester dans une colère qui demeure finalement. Alors après, ça peut être aussi un temps. Donc il y a nos émotions et puis il y a les émotions que vit la personne avec qui on partage notre vie. Et donc qu'en est-il de cette personne? Peut-être que ça peut être le temps aussi de se dire finalement, voilà, on vit tous des situations difficiles. Est-ce que je suis suffisamment sereine? Est-ce que j'ai suffisamment pris le temps sereine ou serein? Est-ce que j'ai pris du temps pour moi déjà? Et est-ce que du coup maintenant je peux éventuellement offrir à l'autre un temps d'écoute pour lui ou pour elle? Alors c'est un cadeau, hein, c'est un choix, mais est-ce que je peux me rendre disponible pour aider l'autre aussi peut-être à mieux percevoir ce qui se passe en lui ou en elle? Et donc à ce moment-là, pour le coup, je vais vraiment un petit peu descendre de ma tour et remonter dans la sienne euh, pour me mettre à sa place et me dire finalement, voilà, là j'oublie mes propres émotions, c'est plus le sujet. Je vais vraiment me mettre à l'écoute de l'autre me dire, tiens, qu'est-ce qu'il ou elle vit, pourquoi, et comment je peux peut-être, alors soit juste me rendre disponible pour ça, et déjà c'est un énorme cadeau, déjà c'est très appréciable quand quelqu'un se met à notre écoute, même juste en disponibilité. Et puis, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut essayer de reformuler l'émotion de l'autre. Dire, est-ce que tu serais en colère parce que tu as mal vécu telle situation, ou même au travail, hein, ça peut être quelque chose qui nous concerne ou pas du tout. Ou bien, est-ce que ça te fait de la peine même que j'ai dit ça, ou machin. Mais on est là, on est même plus sur ce qu'on a fait ou pas fait, ou voilà, on est juste sur j'écoute les émotions de l'autre, en fait. Ça, c'est un autre temps. Puis après, il peut y avoir aussi des temps d'échange en couple où là, on a besoin où là, on sait vraiment, il y a une interaction entre les deux, donc on va avoir écouté nos émotions, les exprimer, écouter celles de l'autre, et puis là, ça travaille à deux. Hein, c'est encore un autre aspect. Voilà. Ensuite, donc une autre chose qu'on peut faire, c'est alors un petit dessin humoristique. Là, c'est tu es insupportable, tu n'écoutes jamais ce que je dis. Oui, alors parce que justement, parfois on n'exprime pas finalement ce dont on a besoin. Donc la première chose, c'est déjà de dire ses attentes. Il y a par exemple, parfois on peut avoir envie d'une petite surprise, on aurait aimé un cadeau et on aimerait qu'en plus l'autre le devine. Bah oui, ce serait la moindre des choses que il ou elle devine. Bah non, malheureusement, on n'a pas tellement cette possibilité-là. Donc c'est très important de l'exprimer et se dire, bah voilà, j'aurais peut-être pas de surprise pour mon anniversaire, mais déjà si je dis, ça me ferait quand même très plaisir d'avoir un cadeau pour mon anniversaire, ça se passera probablement mieux que si je ne dis rien et que le jour même, je me dis, eh ben voilà, c'est bien ce que je pensais, il n'y a pas pensé ou il n'y a pas pensé et c'est quand même pas sympa du tout, etc., etc. Et puis attention au tu qui tue, c'est-à-dire que, alors là on peut peut-être regarder justement sur le point suivant, le tu qui tue, c'est qu'on est dans le reproche. Et je vous invite à regarder une petite vidéo qui dure 4 minutes d'une conseillère conjugale qui s'appelle Nadine Grandjean. J'ai découvert cette petite vidéo qui s'appelle Stop au reproche, tout simplement, et que j'ai trouvée très intéressante. Et qui suggère justement voilà, de s'arrêter quand un reproche nous vient à l'esprit, de voilà, se taire, prendre quelques minutes pour se taire, et finalement, pour l'avoir testé, eh bien, je peux vous dire que c'est extrêmement intéressant ce qui se passe et c'est extrêmement positif, vraiment. Enfin, moi, en tout cas, quand je l'ai vécu, voilà, j'étais sur le point de faire un proche et je me dis, ah, mais voilà, je me tais. Ah ben tiens, tout à coup me vient à l'esprit tout ce qui s'est passé de positif dans la journée. Donc déjà, ça change le regard. On peut éventuellement du coup l'exprimer, donc ça peut être l'occasion de dire une parole valorisante. Et puis finalement, on va, voilà, faut l'expérimenter pour y croire, mais il y a de la créativité qui se met en route et on va vivre les choses autrement. Et alors attention, ne pas faire de reproches, c'est différent d'exprimer son besoin. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'exprime plus son besoin. On exprime son besoin, mais ça c'est du jeu. Hein, ça c'est j'aurais besoin d'eux, etc. Le reproche est différent. C'est vraiment le tu. Et ça, on va arrêter le tu. Et les choses vont se dérouler différemment. Voilà. Donc, je vous invite à essayer. Euh, voilà. Alors parfois, on est dans une situation où les choses sont encore
plus, disons que ça peut durer depuis un certain temps. On fait le point sur nos émotions, notre lien, et on se dit oh là là, en fait, ça fait des années que on se parle pas, que en fait non, on n'a jamais écouté les émotions l'un de l'autre. Voilà, ça arrive très 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 fréquemment. Euh, et donc, ce qui est important, c'est que on en arrive souvent dans des situations de crise. Alors, il y a aussi autre chose qui joue dans les situations de crise, c'est tout simplement quand il y a justement, comme en ce moment avec le Covid, des changements de situation extérieure qui font que on se sent nous-mêmes différents et que donc l'équilibre du couple est bouleversé et voilà, on en arrive à des situations de crise. Ben, ce qu'il faut savoir simplement, c'est que alors ce qui fait qu'on est attiré par une personne reste très mystérieux. Donc je ne prétends pas savoir ce qui se passe exactement, mais on constate que les couples s'associent entre autres souvent sur des blessures communes. Alors ça se voit dans le sens où souvent on se dit ah là là, on est vraiment opposés sur tel sujet, ou au contraire qu'est-ce qu'on est pareil sur tel sujet. Et finalement souvent c'est parce qu'on a des blessures, entre autres des blessures communes, qu'on a résolues de manière différente, et inconsciemment ça on se sent en complémentarité en fait du fait que l'autre ait résolu cette blessure d'une manière opposée un peu à la nôtre. Et quand arrive une crise, souvent c'est parce que quelque chose fait que cette complémentarité n'est plus satisfaisante pour nous. Et d'une certaine manière, c'est un appel à nous-mêmes rechoisir notre façon de gérer cette blessure et d'une certaine manière grandir en fait. Hein. Donc c'est très bon en fait. Donc les crises sont très bonnes. Alors après, elles peuvent être extrêmement douloureuses et donc c'est là où ça peut être vraiment utile de se faire aider aussi. Parce que voilà, quand on arrive à la gérer, encore une fois, quand il y a eu trop de cumul, ça peut être difficile, voire impossible. Mais quand on arrive à le gérer, la crise peut être saine ou pour chacun des deux et faire grandir le couple. Voilà. Donc je termine sur un livre que vous connaissez peut-être déjà, Les langages de l'amour, que je trouve très intéressant, et sur lequel on peut s'appuyer. Voilà, c'est Gary Chapman qui a découpé un peu en 5 langages notre façon d'aimer les autres et de se sentir aimé. Donc voilà, ces langages sont les moments de qualité, de passer du temps ensemble, les gestes de tendresse, les paroles valorisantes, les cadeaux et les services rendus. Et donc voilà, avec toutes les situations de célibat géographique aujourd'hui, d'enfants à distance, de parents à distance, etc., eh ben on peut peut-être voilà, soit lire le livre, soit retrouver ces langages d'amour et se dire ben, comment est-ce qu'on peut les décliner à distance. Voilà quelques petits outils. euh, alors Alix, on t'entend pas. Avec le micro on, ce sera beaucoup mieux. Merci beaucoup Béatrice pour tous ces conseils, ces trucs, c'est ultra pratique. Les vidéos que tu conseilles sont simples. Le livre de Gary Chapman, il est très facile à lire. On peut même le faire lire à un homme, souvent, parce que ça c'est un point important, hein, toutes ces histoires, ces préoccupations pour le couple ne sont pas l'apanage des femmes. Souvent, ça vient au départ par les femmes, mais voilà, Gary Chapman, c'est par exemple une très bonne façon de partager à deux ce genre de préoccupations. On va vous mettre dans le fil de la discussion des différentes vidéos qui ont été réalisées par Béatrice, si jamais vous voulez aller plus loin là-dessus, notamment une qui explique comment, si jamais vous en avez besoin, si jamais vous voulez aller plus loin dans votre couple, réfléchir à la meilleure façon de le consolider, comment amener le sujet d'une consultation avec une conseillère conjugale et familiale. C'est pas toujours évident pour tous les couples. Et puis aussi des conseils sur le plan dont on n'a pas du tout parlé, mais qu'on va peut-être aborder un peu plus avec Céline et Marilou, sur le plan financier, protection du conjoint, comment est-ce qu'on protège notre couple sur le plan financier pour l'expatriation. Ça fait aussi partie des choses qui peuvent être des facteurs de tension dans les couples en expatriation. Donc, on va vous mettre le lien vers une conférence sur ce sujet-là aussi. Maintenant, Béatrice, merci beaucoup donc, pour tous ces outils pour nous aider à renforcer nos couples. Mais comme je le disais en introduction, il y a un moment où ça peut ne pas suffire. Il y a un moment où peut-être qu'il va falloir juste se préparer à une autre étape. Peut-être qu'il va falloir carrément passer à l'action dans une autre étape, plus de séparation, voire de divorce. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut savoir? Parce qu'il y a certainement des bons réflexes, il y a certainement des erreurs à ne pas commettre.
Céline et Marilou du cabinet. Alors, pardon, j'ai dit Family Links tout à l'heure, c'est Family Links, le nom de votre cabinet bien connu des expatriés. Quelles sont donc, Céline, vous me disiez, première chose à évoquer peut-être, c'est la médiation internationale avant d'en arriver à des conseils plus juridiques. Voilà, exactement. En fait, nous, notre cabinet intervient quasi systématiquement au moment où les familles connaissent des crises. Et effectivement, pour toutes les raisons qu'on connaît depuis plus d'un an, les familles, et particulièrement les familles d'expatriés, ont été confrontées à la crise sanitaire qui est donc toujours mondiale, le confinement, la fermeture des frontières, la précarisation des emplois des expatriés ont vraiment fragilisé nos familles d'expatriés qui se sont retrouvés dans des situations extrêmement complexes à la fois socialement, psychologiquement et juridiquement. Donc, quand nos couples d'expatriés nous contactent pour envisager des solutions, le premier bon conseil et le premier réflexe à avoir est d'envisager la discussion amiable et elle prend la forme le plus souvent d'une tentative de médiation que Marilou va vous expliquer. Je me décale un peu. Alors, la médiation, il faut savoir que c'est un processus de construction et de transformation des liens axé sur le rétablissement du dialogue entre deux parents ou des membres d'un couple qui sont concernés par une crise, donc une situation de séparation ou de rupture. Alors, l'objectif de la médiation, c'est vraiment de faciliter la communication et l'échange dans le couple pour trouver des solutions qui conviennent à tous. Par exemple, ça sera le cas pour un père ou une mère qui vit éloigné de ses enfants, de mettre en place un calendrier pour fixer des vacances, des entretiens réguliers, par exemple via Skype, pour s'entretenir avec ses enfants. Alors, il faut savoir que le médiateur, c'est une personne tierce, indépendante, impartiale, et qui ne prend pas de décision. Donc, ce n'est pas lui qui va décider, qui va arbitrer entre les deux personnes. Lui, il va vraiment permettre aux parents de s'exprimer, d'évoquer leurs attentes, leurs impressions et vraiment les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien et pour essayer de trouver une solution adaptée à ces difficultés. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir, si vous décidez de contacter un médiateur ou un organisme de médiation, chaque personne, chaque époux, membre du couple aura le médiateur au téléphone qui va lui expliquer le principe de la médiation, les fondements, le déroulement et comment ça se passe. Ensuite, il va les interroger et savoir s'ils acceptent de participer à ce processus. Il faut savoir que la médiation ne peut jamais être contrainte. Donc, à tout moment, la médiation, elle peut être arrêtée à la demande de l'un des participants. Ensuite, dans le cas de la médiation, ça sera des réunions avec le médiateur et les deux parents ou le couple qui pourraient être faits donc, en présentiel ou maintenant de plus en plus à distance par visioconférence. Et alors, il faut aussi savoir que si l'un des parents, l'un des membres du couple a des difficultés pour exprimer ce qu'il ressent face à l'autre parent qui a un peu plus de mal, le médiateur pourra s'entretenir avec lui individuellement, puis avec l'autre membre du couple ou l'autre parent pour répercuter ce qui a été dit, les attentes et les difficultés. Dans certains cas, et si les parents l'acceptent, l'enfant qui est doté de discernement, âgé de plus de 10 ans, pourra participer ponctuellement à la médiation pour lui faire part de ce que lui ressent et ce que lui aimerait. Certains enfants n'osent pas dire parfois qu'ils n'aiment pas devoir choisir entre les parents, parce qu'on leur demande des choses parfois qu'ils ne souhaitent pas participer. Les échanges pendant la médiation, il faut savoir qu'ils restent confidentiels. Donc, si vous allez derrière, par exemple, en justice, on ne pourra pas dire ce qui s'est dit en médiation, sauf en cas de péril imminent pour les parents ou l'un des enfants. Effectivement, là, ça pourrait être répercuté. Selon les organismes de médiation ou les médiateurs, la médiation est gratuite ou payante. Si elle est payante, elle peut être payante à part égale entre les parents ou le couple, ou proportionnellement à leur revenu. Alors, comment ça se passe concrètement une médiation en présence d'un couple expatrié? Alors, il faut savoir que dans certains pays et devant certains tribunaux, la médiation peut être obligatoire avant toute action au fond, toute saisine du tribunal, et le juge demandera une justification de cette médiation. Il faut ensuite, comme vous voyez sur le PowerPoint, distinguer deux situations selon le lieu de résidence des expatriés. Lorsqu'aucun membre du couple ne réside en France, les époux ou les parents peuvent se tourner vers un organisme de médiation ou un médiateur, soit dans le pays où ils résident, dans le pays d'expatriation, soit en France.
Mais en revanche, lorsque l'un des membres du couple réside en France, ils peuvent recourir à la médiation via le biais de la cellule familiale internationale, qui est mise en place par une autorité française. Et ce sont des médiateurs spécialement formés aux spécificités des dossiers internationaux, et certains sont bilingues, ce qui peut être très pratique en présence de parents qui ne parlent pas la même langue. Je rappelle que les principes fondateurs de la médiation sont la participation volontaire, la bonne foi et l'engagement des participants. C'est très important. À la fin de la médiation, à l'issue, si les parents ou le couple se sont accordés sur le principe de leur séparation et les conséquences tant entre eux que vis-à-vis des enfants, s'il y a des enfants, il est fortement conseillé de recourir à un avocat afin d'acter leur accord dans une convention ou de faire homologuer leur accord par un juge. S'agissant des réflexes à adopter, je laisse la parole à Céline, qui vous en dira plus. Alors, dans le cadre d'une séparation internationale, toutes les problématiques sont complexifiées. Évidemment, le mot-clé, comme sur beaucoup de sujets dans le cadre d'une expatriation, c'est l'anticipation. Idéalement, si au moment du mariage ou d'un concubinage, on s'est posé déjà certaines questions sur l'avenir financier de la famille, notamment en convenant d'un contrat de mariage, on va sécuriser dès le début notre situation financière. Maintenant, lorsque la crise arrive et qu'il n'y ait ou pas un contrat de mariage qui fixe le régime matrimonial des époux, il faut avoir quelques réflexes pour sortir de cette crise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la complexité des situations internationales est liée à un ou plusieurs éléments d'extranéité qui sont par exemple la nationalité, le lieu de résidence habituel qui a été fixé dans un ou plusieurs pays successifs. Et ces éléments d'extranéité vont entraîner au moment de la séparation, voire du divorce du couple, l'application de différents types d'outils, que ce soit des conventions internationales, des règlements européens, le droit international privé, qui vont influer sur la compétence du tribunal et sur la loi applicable. Retenons une chose importante, c'est que lorsque l'on divorce, il n'y a pas un seul tribunal qui peut être compétent et il n'y a pas une seule loi applicable sur les différents aspects du divorce. Pour vous donner un exemple, il y a une loi applicable sur le prononcé du divorce, sur les obligations alimentaires entre époux, par exemple une pension alimentaire que l'un des époux pourrait devoir à l'épouse, la notion de responsabilité parentale qui recouvre l'exercice conjoint de l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement, la pension alimentaire des enfants. Là aussi, d'autres lois peuvent s'appliquer, ou encore la liquidation du régime matrimonial. Donc, on se rend compte tout de suite qu'il peut y avoir une sorte de puzzle juridique un peu complexe. Et évidemment, quand on se retrouve après 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expatriation, des nationalités différentes, un régime matrimonial qui a muté parce qu'on n'avait pas fixé de convention de divorce et que l'on a déménagé plusieurs fois et qu'on ignorait, sans avoir pris de renseignements, que notre régime matrimonial allait évoluer. Là, on se retrouve vraiment dans une situation extrêmement complexe et les deux réflexes à avoir immédiatement sont de consulter un avocat plutôt français compétent en droit international de la famille pour connaître ses droits en France dans la mesure où on a des liens étroits avec la France, mais que ce soit une nationalité française commune, une seule nationalité française ou des biens situés en France, il est toujours très utile de faire un état des lieux des droits en France, savoir si le tribunal français peut être compétent, si la loi française peut être applicable sur un ou différents aspects de la séparation et ou du divorce. Et dans un deuxième temps, ou à l'inverse, peu importe, consulter un avocat ou conseil local dans le pays d'expatriation, là encore, pour connaître ses droits, quel est le tribunal compétent, quelle est la procédure à appliquer, à mettre en œuvre, quelles sont les options procédurales et quels sont vraiment les droits que chaque parent ou chaque membre du couple aura et également concernant les enfants. Une fois que cet audit est réalisé, vous avez les outils pour connaître la juridiction la plus susceptible de donner raison à la protection de vos intérêts. Cette pratique en droit international privé, on l'appelle le forum shopping. En quelque sorte, vous allez faire, c'est un peu grossier, mais votre shopping sur la juridiction ou la loi applicable qui défendra le plus vos intérêts. Afin que vous ayez vraiment une idée de la complexité,
on a répertorié quelques petits exemples comme des cas pratiques pour vous donner une idée plus précise. Premier exemple, un couple de Français mariés réside au Mozambique et souhaite divorcer. Ce couple a des enfants. L'époux va pouvoir saisir le juge du divorce en France sur les aspects liés au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires entre époux et sur la liquidation du régime matrimonial, tandis que l'épouse pourra préalablement, simultanément ou postérieurement saisir le juge mozambicain, qui est le juge de la résidence habituelle des enfants, pour trancher sur toutes les questions relatives aux enfants, hors divorce. Premier exemple, du coup, qui peut vous donner une idée plus précise de la complexité d'une situation internationale. Deuxième exemple, encore un couple de Français mariés qui se sont expatriés au Luxembourg pendant plusieurs années. Ils envisagent de divorcer. L'épouse française est rentrée vivre en France pendant cette période de crise. Elle aura tout intérêt à introduire une action en divorce devant le juge aux affaires familiales français pour obtenir une prestation compensatoire dans la mesure où le juge luxembourgeois, lui, ne reconnaîtrait pas de prestation compensatoire et donc ne lui allouerait pas une somme versée soit en one-shot, soit sous forme de rente. Il doit donc être à nouveau souligné qu'il faut qu'elle consulte un avocat français et à la fois un avocat luxembourgeois pour connaître ses droits. Dernier exemple, un époux avait convenu un contrat de séparation de biens français, mais qui ne respectait pas les conditions de droit international et qui donc n'était pas forcément, entre guillemets, exportable aux États-Unis. Ils partent s'installer dans les États, par exemple, du Texas ou de Californie aux États-Unis, ne sachant pas forcément que le régime matrimonial de ces États est plutôt communautariste. Dans l'hypothèse d'un divorce, si le juge américain est saisi, il ne va pas forcément reconnaître le contrat de mariage français. A contrario, si c'est le juge français qui est saisi, il pourra reconnaître évidemment le contrat français de la séparation de biens pour liquider le régime matrimonial des époux. Donc on perçoit bien là les enjeux tant financiers que sur les enfants qui se cachent derrière l'application d'une loi ou la compétence d'un tribunal. Alors aujourd'hui, quelles sont pour les expatriés les alternatives pour divorcer en France ? Le divorce français a fait l'objet de réformes en profondeur ces dernières années, d'abord par le nouveau divorce par acte d'avocat créé en janvier 2017 et ensuite par la réforme en profondeur de la procédure de divorce judiciaire français qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2021. D'abord, sur la nouvelle procédure de divorce judiciaire française, elle a des atouts absolument majeurs pour les expatriés dans le sens où elle est d'abord beaucoup plus simple, puisque les expatriés ne sont plus obligés de se déplacer physiquement en France pour divorcer et se rendre donc devant le juge aux affaires familiales lors d'une audience afin de présenter leur demande. Ils peuvent, dès le début de la procédure, être représentés. On comprend parfaitement que dans cette période de Covid, le fait de ne plus être obligé de revenir en France est vraiment un outil extrêmement pratique. D'autre part, il y a une célérité absolue et une réduction des délais, puisque antérieurement, la procédure se déroulait en 2 phases. Désormais, elle se déroule en une seule et unique phase, qui accélère largement le calendrier. Et par ailleurs, lorsque l'un des deux ne veut pas consentir au divorce, le délai de séparation de 2 ans n'existe quasiment plus, puisqu'on peut saisir le tribunal et amener le conjoint qui ne souhaite pas forcément divorcer à quand même s'engager dans cette procédure, puisque ce délai de séparation de 2 ans, dans certains cas, ne s'applique plus du tout ou s'applique sur une durée réduite d'1 an. Donc la première option, c'est ce divorce judiciaire qui va permettre de fixer un agenda devant le juge français, de ne pas se déplacer en France en étant représenté chacun par son propre avocat et d'obtenir un jugement de divorce qui va circuler beaucoup plus facilement à l'étranger que ne le serait un divorce par acte d'avocat. Néanmoins, dans certains cas, le divorce par acte d'avocat reste une bonne option, et particulièrement lorsque les conjoints n'ont pas d'enfants mineurs et n'ont pas d'obligations alimentaires dans le temps entre eux. Je m'explique. Depuis le 1er janvier 2017, les époux peuvent divorcer sans recours en juge. Chaque époux a son propre avocat. Les parties époux conseils vont se réunir pour négocier et envisager les conséquences définitives du divorce, qui va prendre la forme d'un accord global dans une convention de divorce.
Une fois que cette convention de divorce va être validée, elle est officiellement actée par les époux lors d'un rendez-vous de signature qui, lui, doit se dérouler en présentiel avec les avocats et les époux. Attention, ce rendez-vous doit être en présentiel, mais pas forcément en France. Il peut aussi se dérouler dans un autre État. L'essentiel étant que les 4 personnes soient réunies et que nous, avocats, nous puissions identifier, contrôler l'identité des époux que nous divorçons. Une fois que cette convention est signée, elle est adressée à un notaire français qui va la déposer au rang de ses minutes. Donc, les avantages principaux sont la célérité, un gain de coût également, et également aussi l'assurance de sécuriser un divorce sans passer par un juge qui peut trancher des points de désaccord persistants. Attention, un seul bémol, ce que je vous expliquais sur la convention de divorce, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un acte authentique et elle peut se heurter dans certains pays à des difficultés de reconnaissance et d'exécution justement par rapport à sa nature juridique. Alors que, à contrario, le jugement de divorce va être facilement reconnu par les autorités étrangères et va donc permettre aux expatriés qui ont des pensions alimentaires à verser mensuellement, qui ont des enfants encore mineurs, qui ont des projets d'expatriation dans des pays dont ils ne connaissent pas encore leur future destination, de pouvoir avoir un jugement qui va être plus facilement reconnu et surtout exécutable à l'étranger. En conclusion, le point essentiel pour les Français de l'étranger qui se posent des questions sur les conséquences soit d'une séparation, soit d'un divorce avec ou sans enfant, est d'être conseillé par un avocat local spécialisé en droit de la famille, d'une part, et d'autre part, par un avocat français spécialisé en droit international de la famille, d'abord pour réaliser un audit précis des droits et ensuite pour choisir la meilleure option pour minimiser le temps et le coût de la formalisation de cette séparation. Je pense qu'on a un petit peu dressé le tableau des réflexes à avoir en cas de séparation inéluctable. Tout à fait. Merci beaucoup Céline et Marilou. C'est des informations importantes. Merci Béatrice à nouveau pour cette première partie sur la meilleure façon de renforcer son couple et sa famille. C'est des registres très différents. Peut-être une dernière question, Béatrice. Mettons qu'on est dans un couple où ça tire un peu. Est-ce qu'on peut à la fois être sur les 2 tableaux, c'est-à-dire se dire je me bats pour renforcer mon couple, mais en même temps je prends des mesures, on va dire conservatoires, si jamais on devait aller à une séparation? On peut arriver à être un peu schizophrène comme ça? Oui, je le vois beaucoup, à vrai dire. Après, donc ça peut être un moyen aussi de se protéger parfois, voilà. Après, il faut faire un petit peu attention parce qu'on peut aussi parfois se faire dépasser. Je sais que j'ai un couple par exemple qui, enfin, quand on commence si jamais par exemple l'autre l'apprend, quand on commence à prononcer nos mots de séparation, de divorce, d'avocat, je constate dans les faits que souvent le premier qui le prononce en fait ne le désirait pas et que l'autre l'entendant s'enfonce dans cette direction et finalement c'est le premier qui l'avait dit qui se retrouve avec la situation qui lui revient en boomerang et qui finalement n'était pas son souhait. Donc je dis juste voilà oui, bien sûr, il y a certains cas où il faut commencer à se protéger avant d'en arriver à se dire qu'on va se séparer mais finalement la décision d'une certaine manière je pense est prise. Si la décision n'est pas prise, voilà, il vaut mieux attendre. Donc à la fois s'informer, avoir des bons réflexes, ne pas être naïf, et en même temps ne pas se mettre dans une situation inextricable qui avancerait par elle-même parce qu'il y a une dynamique propre au divorce qu'il est parfois Exactement difficile. ça, c'est exactement ça. La médiation peut aussi être une bonne réponse. Et ça vaut vraiment le coup d'en parler avec un conseiller conjugal assez tôt, puisque parfois il est encore temps de protéger son couple. Le plus tôt possible. Voilà, c'est un de combat chez Femmes Expat. Merci Céline. Peut-être juste, Alix, une précision utile que les gens en général et les expatriés en particulier ne connaissent pas.
c'est qu'il existe des étapes intermédiaires. C'est-à-dire qu'on peut aussi proposer aux couples qui viennent nous voir et parfois qu'on envoie aussi chez des conseillères conjugales pour refaire le point de leur situation et avoir le temps de mûrir leurs décisions parce qu'une situation de séparation et de divorce doit être prise sereinement et on doit être en paix avec la décision qu'on prend. Une des options aussi possibles qu'on n'a pas évoquées est de mettre en place un pacte de famille qui est mis en place grâce à des avocats et qui permet aux familles de prendre le temps de la décision en organisant les choses provisoirement. C'est un acte sous seing privé qui permet de mettre en place peut-être une résidence séparée, une organisation pour les enfants à titre provisoire et de l'expérimenter pour que tout le monde puisse aussi reprendre un peu de souffle, sortir de cette crise et peser le pour et le contre. Donc, je pense que c'est aussi important pour les expatriés de se dire qu'il n'y a pas que la thérapie de couple ou le divorce, il y a la médiation, il y a des étapes intermédiaires qui permettent aussi de relâcher la pression. Quand on ajoute à la crise sanitaire une crise de couple, on est complètement perdu et c'est bien de se laisser aussi du temps. Voilà. On est complètement perdu et je crois que c'est peut-être le mot important. On est perdu, on est seul. Et déjà, la première solution, enfin la première chose importante et qui apporte des solutions, c'est de se sortir de cette solitude, de ce sentiment qu'on n'y arrivera jamais, qu'on est complètement perdu. Merci beaucoup Béatrice de Carpentier, merci Céline Richard et Marie Liviou du cabinet Family Links. Vous retrouverez donc ces vidéos pendant 1 an sur le site de Femmes Expat. Vous avez ici à l'écran les coordonnées de Béatrice et les coordonnées de Family Links. N'hésitez pas à les utiliser. Vous pouvez encore poser vos questions dans le fil de ce live et nous nous réjouissons de vous retrouver bientôt pour d'autres vidéos sur ce sujet et sur plein d'autres. À très bientôt.